Dans le silence feutré d'une soirée où le temps semble suspendu, une énigme attend d'être révélée. Les secrets murmurent à l'oreille de ceux qui savent écouter, et chaque détail compte dans ce jeu délicat entre ombre et lumière. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Depuis notre arrivée en Angleterre profonde, j'ai retrouvé ce silence lourd qui enveloppe les vieilles demeures isolées, là où le temps semble suspendu, figé dans une quiétude austère. La grande maison familiale se dressait devant nous, majestueuse, mais empreinte d'une certaine mélancolie, ses murs chargés de souvenirs enfouis. Les vastes pelouses et les arbres centenaires ne laissaient transparaître que le bruissement discret du vent. Tout ici respirait la solitude et la lourde atmosphère d'un lieu chargé d'histoires oubliées. Ce calme, presque inquiétant, s'infiltrait en nous comme un présage, une mise en garde muette. J'observais Poirot, toujours si méticuleux, qui semblait déjà sonder les ombres derrière ces façades anciennes, comme s'il pressentait que ce havre de paix apparent cachait des secrets plus sombres. C'est au cœur de cette nuit profonde que le téléphone retentit brusquement, rompant la tranquillité pesante. Poirot, qui s'était retiré dans son bureau, décrocha avec cette politesse caractéristique, mais ses traits se crispèrent rapidement. Un silence lourd suivit, puis une voix chuchotée s'éleva, presque inaudible, mais terriblement précise. « Qu'avez-vous entendu à 16h33 » Avant que l'interlocuteur ne raccroche, sans laisser d'autres explications. Je l'observais attentivement, intrigué par l'intensité de son regard, comme si ces quelques mots réveillaient en lui un écho lointain, une mémoire douloureuse. Ce chuchotement énigmatique semblait porter la clé d'un mystère ancien que seul Poirot était capable de dénouer. L'atmosphère dans la pièce changea, imperceptiblement, chargée désormais d'une attente silencieuse, celle d'un secret prêt à se dévoiler. Ce simple murmure, répété dans mon esprit, évoquait un moment précis, figé dans le temps. 16h33. Poirot m'expliqua qu'il s'agissait d'un instant crucial, lié à un drame survenu plusieurs années auparavant, jamais vraiment élucidé. Ce chuchotement, ténu et pourtant si pesant, était la trace résiduelle d'une trahison, d'un mensonge que le temps n'avait pas réussi à effacer. En écoutant ces paroles, je sentais que cette énigme touchait non seulement à un crime, mais aussi à des blessures profondes, intimes, que la famille cherchait à dissimuler. Ce mystère du passé semblait désormais prêt à ressurgir, apportant avec lui son cortège d'émotions et de tensions. Je compris que notre séjour dans cette demeure ne serait pas seulement une enquête, mais une plongée au cœur des âmes humaines et de leurs failles. En explorant les couloirs silencieux de la maison, mon regard fut attiré par une vieille montre posée sur une étagère poussiéreuse. Son mécanisme était figé et l'aiguille marquait implacablement 16h33. Ce simple objet semblait incarner à lui seul le poids du passé, comme si le temps s'était arrêté au moment même où le drame avait éclaté. Poirot s'approcha, caressa doucement la montre et murmura que cet arrêt symbolisait une vérité suspendue, un secret à dénouer. Cette montre, plus qu'un simple garde-temps, devenait le témoin muet d'un événement dont l'ombre planait encore sur la maison. Je sentais que chaque tic-tac résonnait comme un appel à la justice, un rappel que certaines histoires ne meurent jamais vraiment. Ce manoir, je dois dire, n'est pas sans rappeler ces grandes demeures anciennes qui semblent garder en elles le poids de chaque secret enfoui, chaque souvenir trop lourd à porter. Les murs, épais et patinés par les années,
exhalait une odeur de bois ciré mêlée à une pointe de renfermé, témoignant d'un passé figé dans le temps. Les couloirs paraissaient interminables, bordés de tapisseries fanées et d'anciens portraits aux regards impassibles, comme si ces ancêtres continuaient à observer les vivants avec une attention discrète mais insistante. L'écho de nos pas semblait se perdre dans cette immensité silencieuse, et l'atmosphère, malgré son apparente quiétude, pesait lourdement sur nos épaules. Ce lieu avait le charme solennel d'un sanctuaire, mais aussi la froideur d'un tombeau, où chaque pièce renfermait ses non-dits, et où la vérité semblait se dissimuler derrière chaque porte close. Parmi les rares âmes présentes dans cette forteresse d'ombre, la famille du défunt se distinguait par des traits aussi variés que leurs ressentiments. Le frère aîné, homme austère, au regard dur, semblait porter sur ses épaules le fardeau d'une responsabilité qu'il ne souhaitait guère endosser. Sa sœur cadette, au tempérament plus vif mais tout aussi blessé, lançait des regards chargés de reproches à ceux qu'elle tenait pour responsables. Le jeune neveu, discret et mélancolique, évitait le contact, comme hanté par des souvenirs que personne n'osait évoquer. Hastings ne manqua pas de noter la tension palpable entre eux, tissée d'anciennes jalousies et de rancunes, à peine voilées. Il était évident que le décès mystérieux avait ravivé des plaies anciennes, et que chacun portait en lui une part de douleur, mais aussi de suspicion. Cette famille, en apparence unie par le sang, était en réalité un théâtre d'émotions contenues, prêtes à exploser sous le moindre souffle d'intrigue. Parmi ces murs chargés d'histoire, les domestiques tenaient leur place dans l'ombre, figures discrètes mais essentielles. Le majordome, visage fermé et démarche mesurée, observait avec une vigilance quasi militaire chaque geste, chaque parole échappée. La gouvernante, femme d'âge mûr aux yeux perçants, semblait porter en elle une réserve cultivée par des années de service et de loyauté mêlée à la prudence. Les autres membres du personnel, jeunes ou âgés, passaient furtivement, esquissant parfois un regard inquiet ou fuyant. Hastings sentit rapidement que ces témoins silencieux étaient autant de gardiens d'un passé que la famille elle-même cherchait à oublier. Leurs regards dissimulèrent souvent des histoires que seuls les murs du manoir avaient pu entendre, et leur silence pesait autant que leurs paroles. Entre eux et les maîtres de maison, un équilibre fragile s'était instauré, un jeu de pouvoir subtil et implicite. Enfin, s'ajoutaient à cette assemblée les invités venus récemment, comme des pièces étrangères insérées dans un puzzle déjà complexe. Chacun portait en lui une part d'ombre, un passé obscur, ou au moins une raison secrète d'être là. Un homme au regard dur, peu enclin à la conversation, semblait porter une rancune ancienne envers la famille. Une femme élégante mais distante laissait percer une nervosité contenue, tandis qu'un autre invité, plus affable en apparence, dissimulait mal une certaine duplicité. Hastings, fidèle à son habitude, scrutait ces présences nouvelles avec une attention particulière, décelant dans leurs gestes et dans leurs échanges des indices de méfiance et de conflits latents. Ces visiteurs, bien que récents, se révélaient aussi des acteurs à part entière de l'intrigue, ajoutant à la tension déjà palpable qui émanait du manoir. Après le tumulte des premières heures, Poirot m'invita à l'accompagner dans le petit salon adjacent, loin de l'agitation du manoir. Là, nous attendait la matriarche de la famille, Lady Eleanor, une femme au port, digne et au regard empreint d'une mélancolie profonde. Sa voix, à peine plus qu'un souffle, se fit entendre avec une hésitation lourde de sens. Elle parla à demi-mot, refusant d'énoncer clairement les vérités qui pesaient sur ses épaules depuis tant d'années.
ce que nous pensions n'être qu'une enquête policière, prit soudain la tournure d'une exploration intime, un dévoilement progressif d'un secret familial, soigneusement enfoui. Lady Eleanor évoqua des noms avec prudence, glissant des allusions à des tensions anciennes, à des blessures invisibles mais béantes. J'observais Poirot, dont les petits yeux pétillaient d'une curiosité mêlée d'une gravité toute particulière. Il comprenait que derrière ces noms dits se cachait une pièce maîtresse, un élément clé capable d'éclairer les mystères qui planaient sur cette maison. C'est alors que Lady Eleanor révéla ce moment précis, gravé dans la mémoire collective comme une cicatrice douloureuse. 16h33. Elle expliqua que ce fut l'heure à laquelle un événement dramatique bouleversa la famille, bien plus profond que ce que l'on avait pu imaginer jusque-là. Ce traumatisme, longtemps refoulé, avait été enveloppé dans un silence pesant, presque sacré, que chacun s'efforçait de respecter. Cette heure fatidique marquait l'instant exact où la vie s'était figée, où un souffle s'était perdu et où la trahison avait commencé son sinistre chemin. Lady Eleanor, avec une voix chargée d'émotions contenues, décrivit les conséquences de ce jour, tant sur les relations familiales que sur la dynamique intime entre les protagonistes. Poirot écoutait attentivement, comprenant que le mystère ne résidait pas seulement dans le crime lui-même, mais dans les blessures psychologiques qui l'avaient précédé et suivi. À mesure que les révélations s'enchaînaient, Poirot s'attacha à établir un lien précis entre ce fameux chuchotement entendu à 16h33 et une trahison, dissimulée depuis des années, dissimulée derrière le voile du silence familial. Il interrogea Lady Eleanor sur la nature de ce murmure, sur les personnes présentes ce jour-là, sur ce qui avait pu être dit ou suggéré sans jamais être prononcé clairement. La tension monta d'un cran lorsqu'il suggéra que ce chuchotement n'était pas un simple hasard, mais un message codé, un avertissement ou une accusation voilée qui avait, d'une manière ou d'une autre, déclenché la série d'événements tragiques que nous étions venus élucider. La matriarche, bien que réticente au départ, finit par avouer qu'un secret particulièrement lourd avait été gardé, un secret qui impliquait loyauté brisée, mensonges délibérés et blessures infligées à ceux qui croyaient encore pouvoir faire confiance. J'étais conscient que, derrière ces paroles, se dessinait peu à peu l'ombre du véritable coupable, celle d'une vérité longtemps dissimulée, sous le poids du silence. Le matin se leva sur le manoir avec une lourdeur inhabituelle, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. C'est Hastings qui ouvrit la porte de la bibliothèque et découvrit l'horreur, un corps sans vie, étendu, froid, dans une position qui rappelait étrangement un tableau figé dans le temps. Je me souviens de la stupeur qui nous saisit tous, de ce silence coupé par l'appel désespéré. Ce second meurtre n'était pas seulement un drame nouveau, il était la réplique exacte, un écho morbide du premier, un miroir macabre qui semblait défier le temps et la raison. J'observais Poirot, dont le regard intense ne trahissait aucune émotion, mais dont l'esprit devait déjà courir pour déchiffrer ce message funeste. Il y avait là une intention manifeste, un rappel sinistre que l'ombre du passé n'avait jamais quitté ces lieux et que le mystère restait entier. Alors que nous explorions la scène, Poirot attira mon attention sur un détail précis, qui échappait sans doute à un œil moins exercé, l'heure marquée sur une pendule arrêtée, le cadran figé sur 16h33. Ce chiffre qui avait hanté nos réflexions depuis le premier jour apparaissait à nouveau comme une signature sinistre déposée par le meurtrier. Le petit mouvement de l'aiguillette arrêtée nous rappelait que le temps, lui aussi, semblait suspendu à cet instant précis,
porteur d'un message codé. Poirot, imperturbable, commença à énoncer des hypothèses, mettant en lumière les liens invisibles entre les événements passés et présents. Ce détail obsédant devint pour nous une clé essentielle, le fil d'Ariane dans ce labyrinthe de silence et de mensonges. L'obsession pour cette heure fatidique semblait grandir, enveloppant chaque suspect d'un voile de suspicion supplémentaire. Dans les heures qui suivirent, je pris soin d'observer attentivement les réactions des différents membres de cette assemblée tourmentée. Certains se montraient d'un calme presque glacial, masquant difficilement une inquiétude profonde. D'autres, au contraire, laissaient échapper des signes visibles de nervosité, de tremblements à peine contrôlés, ou des regards furtifs qui trahissaient la peur ou la culpabilité. Les tensions, déjà palpables, s'intensifièrent. Des regards s'évitèrent, des chuchotements naquirent, et une atmosphère lourde d'accusations silencieuses s'installa. Chaque individu semblait à la fois suspect et victime, piégé dans un réseau complexe de doutes et de non-dits. Hastings nota, avec son habituelle finesse d'observation, que ce deuxième crime avait révélé des fissures jusque-là invisibles et que le jeu dangereux des apparences allait bientôt basculer vers une vérité bien plus amère. Ce fut vers la fin de l'après-midi que Poirot entama son premier interrogatoire, ciblant un membre de la famille dont le tempérament bouillonnant ne laissait guère de doute quant à ses émotions profondes. Il s'agissait du frère cadet du défunt, un homme à la stature imposante, dont le regard sombre trahissait une colère contenue, presque agressive. Dès nos premiers échanges, il devint évident que sa rancune envers la victime était ancienne, mêlée à une jalousie qui semblait avoir rongé son âme pendant des années. Lorsqu'on l'interrogea sur son emploi du temps le jour du crime, son alibi se révéla vague, hésitant, émaillé de contradictions subtiles, mais assez flagrantes pour éveiller les soupçons de Poirot. Je me souviens d'avoir observé attentivement les gestes de cet homme, de ses mains crispées à ses lèvres pincées. Tout indiquait un malaise profond, une lutte intérieure entre le désir de se justifier et la peur de se trahir. Poirot, toujours calme, employa sa méthode délicate, posant des questions précises qui, à première vue, semblaient anodines, mais qui dénouaient peu à peu la toile complexe de son mensonge. La tension monta quand il évoqua certains détails de la soirée du drame, mettant en lumière des incohérences dans ses propos, sans jamais le brusquer, mais avec une justesse implacable. Le frère, en proie à une nervosité croissante, tenta de détourner la conversation, cherchant à accuser les autres membres de la famille, mais Poirot ne se laissa pas distraire. Chaque mot, chaque silence, chaque regard était pour lui une pièce du puzzle. J'étais convaincu que cet homme, dans son agitation, cachait bien plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Pourtant, la vérité restait voilée derrière ce masque de colère. Cette entrevue nous laissa avec un sentiment ambivalent. Entre certitude du soupçon et doute persistant, l'homme paraissait à la fois victime de ses propres démons et possible acteur d'une machination plus profonde. Le lendemain, ce fut au tour d'un domestique discret d'être soumis à l'examen de Poirot. Je l'avais remarqué depuis notre arrivée. Cet homme à la démarche mesurée, aux yeux baissés, dont la présence semblait effacée, presque effrayée. Son silence pesait autant que ses paroles rares. Lorsqu'il fut invité à s'exprimer, il s'ouvrit à contre-cœur, son regard trahissant une lutte intérieure intense entre le devoir de vérité et la peur des conséquences. Poirot adopta une posture plus douce, encourageant le domestique à révéler ce qu'il savait sans crainte de jugement. Au fil de l'entretien, des détails précis émergèrent.
des allées et venues inhabituelles, des conversations à voix basse, des gestes furtifs qui avaient échappé à l'attention générale. Ce silence brisé dévoila une toile de secret soigneusement gardée, où le domestique semblait détenir des informations cruciales, mais limitées par une loyauté tenace envers la famille. Je notais que son discours, bien que marqué par une certaine hésitation, ne manquait pas de cohérence. Cependant, ses silences, ses regards fuyants, éveillaient une inquiétude nouvelle. Était-il simplement effrayé, ou bien dissimulait-il sciemment des vérités dérangeantes? Poirot, maître dans l'art de lire entre les lignes, comprit vite que cet homme constituait une pièce essentielle du puzzle. Sa réserve même devenait suspecte, comme si un poids trop lourd pesait sur ses épaules. Cette entrevue jeta une lumière nouvelle sur les zones d'ombre du manoir, révélant des tensions invisibles jusque-là. J'avais l'impression que, derrière cette façade humble, se cachaient des vérités capables de bouleverser l'enquête. La complexité des relations humaines se révélait à chaque mot, et je sentais que l'étau se resserrait doucement autour des responsables, même si la vérité restait encore à déchiffrer. L'invité dont Poirot avait décidé d'entamer l'interrogatoire ce jour-là n'était pas un membre de la famille, ni un domestique, mais un homme récemment arrivé, venu apparemment pour affaires, bien que ses raisons exactes demeurassent obscures. Dès que nous nous trouvâmes seuls avec lui, je perçus une certaine nervosité mêlée à une assurance feinte, un contraste qui éveilla immédiatement la curiosité de notre détective. Cet invité, dont le nom ne m'évoquait rien, avait pourtant un passé que les événements récents commençaient à éclaircir. Poirot, implacable dans sa méthode, posa des questions précises sur les circonstances de son arrivée au manoir et sur sa relation avec le défunt. L'homme répondit d'abord avec une maîtrise apparente, esquivant parfois les questions directes par des détails inutiles ou en changeant subtilement le sujet. Mais à mesure que l'entretien avançait, de petites incohérences surgirent dans son récit. Des horaires contradictoires, des faits qu'il semblait oublier au moment où ils devenaient essentiels. Ce fut à travers ces décalages, ces hésitations imperceptibles, que Poirot sut que cet invité cachait quelque chose, peut-être même un secret lourd à porter. Je remarquai également un détail troublant, un parfum particulier, léger mais tenace, qui semblait toujours accompagner ses mouvements, presque comme une signature discrète. Cette touche, qui aurait pu passer inaperçue, piqua l'attention du détective, qui commença à en faire un indice à part entière. La tension monta lentement, alimentée par l'habileté de Poirot à faire émerger la vérité sans brutalité, mais avec une précision redoutable. Cet interrogatoire révéla un homme à la fois calculateur et nerveux, dont l'histoire, malgré ses efforts, ne parvenait pas à convaincre totalement. Je sentais bien qu'il ne s'agissait pas seulement d'un visiteur fortuit, mais d'un acteur essentiel dans ce drame complexe, dont les zones d'ombre risquaient d'engloutir la vérité que nous cherchions tant. Au fil des interrogatoires et des observations, une figure commença à se détacher sous le poids des indices accumulés. Hastings nota avec acuité comment, malgré quelques zones d'ombre et contradictions, les preuves semblaient converger vers ce suspect, dont la posture oscillait entre défense ferme et panique latente. Ce personnage, que le moindre détail trahissait sans qu'il en ait pleinement conscience, devint rapidement la pierre angulaire d'une accusation implicite. Cependant, même dans ce climat d'évidence apparente, Poirot gardait son calme et son regard perçant. Il savait mieux que quiconque que les apparences étaient souvent trompeuses, que les évidences pouvaient masquer une machination plus subtile. Le faux coupable
par son comportement, ses réactions ou les indices circonstanciels, servait à détourner l'attention de la véritable vérité. Cette fausse piste, savamment orchestrée, compliquait l'enquête mais apportait aussi une dynamique nouvelle, amplifiant le suspense et l'incertitude. Je me rappelais les échanges tendus, les moments où le soupçonné tentait de défendre son innocence avec une vigueur presque désespérée, tout en trahissant par des gestes nerveux un trouble profond. Le paradoxe entre ses paroles et ses actes renforçait l'aura de doute qui l'entourait, faisant de lui un personnage aussi fascinant que troublant. Hastings observait avec une attention grandissante cette complexité humaine, consciente que le jeu d'ombres et de lumière était au cœur de cette énigme. Ce moment de l'enquête fut crucial. Il établit un équilibre délicat entre la progression vers la vérité et le risque de se laisser piéger par une illusion. Le faux coupable, en tant que personnage central de cette fausse piste, faisait désormais partie intégrante de la trame, donnant au récit sa tension dramatique et son rythme hypnotique. À mesure que les heures s'écoulaient, Poirot se plongeait avec une rigueur méticuleuse dans l'examen des témoignages recueillis auprès des différents protagonistes. Il ne s'agissait pas simplement de rassembler des faits, mais d'entrelacer les paroles, d'extraire le moindre écart, le plus petit détail discordant qui pourrait trahir un mensonge ou une omission. Chaque version du fameux chuchotement à 16h33 fut passée au peigne fin, confrontée aux autres récits, pesée à l'aune du contexte et des émotions sous-jacentes. Je l'observais, fasciné par sa capacité à déceler les nuances imperceptibles. Alors que certains témoins s'efforçaient de se souvenir avec précision, d'autres laissaient apparaître des hésitations, des contradictions, voire des silences lourds de sens. Le chuchotement, élément pourtant si ténu, semblait agiter les consciences, raviver des peurs, attiser des soupçons. C'était comme si ce murmure s'était transformé en un fil invisible, tissant peu à peu la toile complexe de cette énigme. Poirot nota chaque incohérence, conscient que derrière ces paroles fragmentées se cachait la vérité que nous cherchions tous à percer. Alors que l'enquête avançait, ce fut moi-même qui fis une découverte inattendue. En fouillant un vieux secrétaire dans l'une des pièces du manoir, je tombai sur une lettre chiffonnée, dissimulée sous un tapis poussiéreux. L'encre était à moitié effacée, le papier fragile, mais ce message portait en lui la promesse d'un secret enfoui. Intrigué, j'apportai ce précieux document à Poirot, qui, sans perdre une seconde, commença à l'examiner avec une attention soutenue. Le message semblait écrit dans un code ou un langage crypté, mêlant chiffres, lettres et symboles énigmatiques. Ce n'était pas un simple avertissement, mais une confession voilée, un indice laissé par quelqu'un souhaitant que la vérité ne soit pas oubliée. La présence de cet objet codé, au cœur même de la maison, renforçait l'idée que le mystère n'était pas seulement lié au meurtre, mais à un secret familial soigneusement gardé. La lettre devint rapidement le pivot, autour duquel allaient s'articuler nos prochaines hypothèses, une clé vers la révélation attendue. Avec la patience qui le caractérise, Poirot entreprit de déchiffrer le contenu obscur de la lettre. Peu à peu, le voile se leva sur un secret ancien, un pacte brisé, une trahison qui avait marqué la famille d'une empreinte indélébile. Les mots codés dévoilaient des noms, des lieux, des événements, reliant d'une façon nouvelle les pièces du puzzle. Cette révélation éclaira sous un jour inédit les motifs du crime, expliquant des rancunes tenaces et des silences prolongés. Le secret révélé n'était pas seulement celui d'un acte délictueux, mais celui d'une blessure morale
qui avait façonné les destins de chacun. Poirot souligna combien cette trahison avait pu créer des tensions latentes, prêtes à exploser au moindre souffle. Le message décrypté devint le fil conducteur qui nous guida vers la compréhension de la mécanique du drame, confirmant que la vérité, souvent, réside dans ce qui n'est jamais dit, dans ces chuchotements du passé qui hantent encore le présent. Je compris alors que cette énigme ne serait résolue qu'en acceptant de pénétrer ces zones d'ombre, aussi délicates que douloureuses. Au fil de nos investigations, Poirot se fit l'artisan d'une patience implacable, assemblant avec minutie les fragments éclatés des récits que nous recueillions. Il s'agissait pour lui de mettre au jour ces petites contradictions, ces détails presque imperceptibles qui trahissent les faux semblants. Peu à peu, les masques tombèrent. Certains suspects, jusque-là persuadés d'avoir verrouillé leurs alibis, virent leurs propos se fissurer sous l'œil attentif de notre détective. Je me souviens d'une scène particulière, où Poirot, d'un ton calme mais incisif, interpella une dame dont la mémoire semblait soudain vaciller au contact des faits exposés. Cette femme, autrefois si assurée, se trouvait prise dans un labyrinthe de mensonges qu'elle s'efforçait de cacher à la fois à elle-même et aux autres. Les apparences, si souvent trompeuses, révélèrent alors leur vrai visage, et chaque omission devint une pièce supplémentaire dans ce puzzle d'illusions. La psychologie des suspects se dévoilait entre pudeur, peur et désespoir, tandis que la vérité s'approchait inéluctablement. Ce n'était pas seulement dans les paroles que le passé s'insinuait, mais dans les silences, les regards fuyants et les gestes hésitants. Une révélation soudaine fit jaillir un souvenir enfoui, un événement tragique, une blessure secrète qui avait façonné la destinée de cette famille. Lady Eleanor, dans un moment de confidence, laissa échapper une anecdote douloureuse, une scène que tous tentaient d'oublier, mais qui revenait désormais hanter chaque pensée. Cette résurgence ajouta une couche nouvelle à l'enquête, une profondeur psychologique que seul Poirot pouvait appréhender pleinement. Le poids du passé se matérialisait comme un spectre, expliquant bien des rancunes anciennes, des rancunes prêtes à éclater au moindre souffle. Ce secret, jusque-là étouffé par la peur et le silence, offrait une clé essentielle à la compréhension des motivations cachées. Il devenait clair que la vérité ne pouvait être dissociée de ses blessures intimes, que chaque personnage portait en lui une part de ce fardeau. La tension, jusque-là contenue, explosa au grand jour lors d'une confrontation orchestrée par Poirot. Tous les personnages furent réunis, leurs regards croisant des éclairs de défiance, de rancune et parfois de peur. Les paroles fusèrent, tranchantes, les accusations voilées succédant aux reproches plus directs. Ce huis clos verbal révéla des vérités partiellement dissimulées, exposant les contradictions humaines avec une acuité presque douloureuse. Je me rappelais l'intensité de ces échanges, où chaque intervention semblait porter le poids d'années de non-dits et de souffrances. Pourtant, sous cette apparente colère, je percevais aussi la fragilité de ces âmes tourmentées, cherchant désespérément à se protéger derrière des barrières de colère ou de silence. La psychologie des protagonistes s'exprima pleinement, tissant un réseau complexe de relations conflictuelles qui rendait l'enquête plus ardue, mais aussi plus passionnante. Cette scène fut un tournant décisif, ouvrant la voie aux révélations finales. Le moment tant attendu arriva enfin lorsque Poirot convoqua l'ensemble des habitants et invités du manoir dans le grand salon, cette pièce vaste et silencieuse où chaque objet semblait chargé d'histoire. J'observais autour de moi les visages tendus,
empreint d'une attente mêlée d'appréhension. Chacun prenait place, parfois à contre-cœur, mais tous conscients que ce rassemblement marquait une étape cruciale de notre enquête. L'atmosphère était lourde, saturée de non-dits et d'émotions contenues, une sorte de calme avant la tempête des révélations. Poirot, fidèle à sa rigueur, prit la parole d'une voix mesurée, imposant un silence respectueux. Il ne laissa rien au hasard, scrutant tour à tour les expressions, cherchant à capter le moindre indice non-verbal qui trahirait l'état d'âme de chacun. Ce salon, théâtre des confrontations passées, s'apprêtait à devenir l'arène où la vérité allait se dénouer. Je ressentis cette tension palpable, presque électrique, qui suspendait le temps et ouvrait une porte vers des confidences et des aveux longtemps attendus. Poirot débuta son exposé avec la précision d'un horloger, déroulant méthodiquement la chaîne des événements telle une mécanique infaillible. Il rappela les indices essentiels, ceux qui semblaient d'abord insignifiants, mais qui, une fois assemblés, formaient un tableau cohérent et implacable. Chaque mobile fut passé au crible, chaque alibi soumis à l'analyse la plus rigoureuse. L'art du détective résidait dans sa capacité à exposer les failles sans accuser brutalement, laissant à chacun la lourde tâche d'affronter sa part de responsabilité. Ces mots, toujours choisis, avec soin, mettaient en lumière les liens invisibles entre les suspects, révélant les tensions cachées et les rancunes tapies sous le vernis social. Il montra comment les faux semblants, les silences et les non-dits avaient nourri le mystère et comment la clé résidait dans ce chuchotement à 16h33. Ce moment précis où le temps s'était figé dans la mémoire de tous. À mesure que les pièces du puzzle s'emboîtaient, le tableau s'éclairait et la vérité semblait à portée de main. J'observais l'effet de ces paroles sur l'assemblée, des regards fuyants, des respirations retenues, des murmures étouffés. Poirot avait ce don rare de dévoiler sans humilier, de confronter sans briser. Son exposé était autant une leçon d'intelligence qu'un exercice d'humanité, et je sentais que le moment décisif approchait. Puis vint l'instant solennel où Poirot désigna, sans équivoque, le coupable. Sa voix s'adoucit, comme pour tempérer le choc, mais sa détermination restait intacte. Il expliqua avec une clarté implacable la méthode employée, révélant la ruse et la froideur du meurtrier, mais aussi les raisons profondes, souvent liées à la douleur et à la trahison, qui l'avaient poussé à commettre l'irréparable. La signification du chuchotement à 16h33 fut enfin décryptée, dévoilant un message voilé, une accusation lancée dans l'ombre, qui avait déclenché la spirale fatale. Le faux coupable fut disculpé, son innocence enfin reconnue, et la lumière se fit sur les subtilités de l'intrigue. Ce moment, aussi solennel que libérateur, permit à chacun d'entre nous de comprendre les mécanismes complexes qui avaient conduit à ce drame. Je remarquai les réactions diverses, incrédulité, soulagement, colère contenue, mais aussi une sorte de paix mêlée de tristesse. La vérité, dans toute sa rigueur, avait brisé le silence, offrant une forme de justice, aussi imparfaite soit-elle. Mais, comme souvent dans ces affaires, Poirot réserva une ultime surprise. Un détail, passé jusque-là inaperçu, surgit soudain, jetant une ombre nouvelle sur l'ensemble du dossier. Cette révélation inattendue ne renversa pas toute la vérité, mais ajouta une profondeur insoupçonnée, suggérant que certaines blessures restaient ouvertes, que le passé continuait de murmurer au-delà des apparences. Ce dernier rebondissement, tel un voile levé à demi, nous rappela que la justice humaine est souvent imparfaite et que la vérité absolue demeure parfois hors de portée. Hastings, tout comme moi,
ressentit cette mélancolie subtile, une invitation à ne jamais cesser d'écouter les chuchotements du passé. Après toutes ces révélations et confrontations, je me suis retrouvé à méditer longuement sur la nature humaine, ses failles et ses contradictions. Il est étonnant de constater combien, sous le vernis de la respectabilité et des bonnes manières, se cachent des faiblesses profondes, des blessures invisibles et parfois des noirs desseins. Chacun des protagonistes que nous avons croisés portait en lui une part d'ombre, une lutte intérieure entre le désir de vérité et la peur de ses propres démons. Cette enquête, plus que l'élucidation d'un crime, fut une plongée dans la complexité des âmes humaines, où la fragilité côtoie la force et où la loyauté se mêle parfois à la trahison. La psychologie de ces hommes et femmes m'a rappelé que personne n'est jamais tout blanc ou tout noir, mais plutôt un mélange subtil d'intentions, d'erreurs et de rédemption possibles, le poids du passé, les rancunes accumulées et les non-dits craignent des labyrinthes où chacun cherche à se protéger, quitte à s'égarer. Dans cette ambiance feutrée et tendue, la vérité, bien qu'essentielle, semble parfois un fardeau presque insupportable. La vérité, cette quête constante, et pourtant insaisissable, se révèle souvent plus fragile qu'on ne l'imagine. Elle est lâchée comme une toile délicate, tissée de souvenirs déformés, de mensonges éhontés et de silences lourds, de secrets. Dans notre enquête, j'ai vu à quel point la mémoire humaine pouvait être faillible, comment les perceptions se brouillaient, et comment la peur ou le désir de se protéger influençaient les récits. Il m'a paru évident que la vérité n'est jamais absolue. Elle fluctue au gré des émotions, des intérêts et des temps qui passent. Même lorsque les faits paraissent établis, il demeure toujours une part d'ombre, une zone d'incertitude qui laisse place au doute. Ce voile invisible recouvre souvent les événements les plus sombres, comme pour préserver un équilibre fragile entre justice et compassion. Ainsi, dénouer un mystère ne signifie pas toujours rétablir une vérité parfaite, mais plutôt apprivoiser cette complexité, reconnaître les contradictions et les zones d'ombre inhérentes à la condition humaine. À l'issue de cette enquête, il me semble essentiel de poser une question qui dépasse le simple cadre du crime. Peut-on vraiment échapper à ces secrets? Ces chuchotements du passé, ces blessures que l'on voudrait enfouir, finissent toujours par ressurgir, plus puissants qu'on ne l'aurait cru. Que deviennent-elles quand on les cache, quand on les tait par peur, honte ou désir de protéger les siens? L'ombre de ces mystères invisibles plane sur chacun, façonnant nos vies et nos choix, bien plus qu'on ne veut l'admettre. Je vous invite, chers lecteurs, à réfléchir à cette question. Face à nos propres secrets, quelle est la part d'ombre qui nous habite et à quel prix cherchons-nous à la cacher? La vérité, sous ses multiples facettes, reste une énigme aussi profonde que le cœur humain lui-même. Après tant de jours passés dans cette maison, où chaque mur semblait porter le poids d'un passé douloureux, le moment vint enfin, pour Poirot et moi, de prendre congé. Le silence qui régnait dans les couloirs, désormais débarrassé des tensions qui nous avaient accompagnés, était lourd, presque palpable. Chacun de nous emportait avec lui le fardeau des révélations récentes, ce mélange étrange de soulagement et d'amertume qui suit la résolution d'une énigme profonde. Je regardais Poirot, son visage impassible, mais marqué par cette fatigue d'esprit propre à ceux qui ont sondé l'âme humaine. Nous quittâmes ensemble cette demeure silencieuse, laissant derrière nous le théâtre d'un drame complexe dont les ombres continueraient à planer, malgré la lumière apportée par la vérité. Ce départ, empreint de gravité, me fit comprendre combien certaines enquêtes laissent une trace indélébile, bien au-delà des faits eux-mêmes. Alors que nous descendions le perron,
un son familier retentit soudain dans la maison, le carillon de la vieille montre figée depuis si longtemps, qui sonna précisément 16h33. Ce moment symbolique marquait la fin d'un chapitre, mais aussi l'éternité du mystère qui avait enveloppé cette heure fatidique. La montre semblait garder en elle le secret, suspendant le temps à jamais sur cette vérité à demi dévoilée. Ce carillon résonna comme un écho venu du passé, une mélodie douce amère qui rappelait que, malgré les réponses obtenues, certaines zones d'ombre persistaient. Ce tintement solennel fut pour moi une invitation à ne jamais oublier que le temps, tout comme la vérité, peut parfois être figé dans l'éternité d'un instant. Le silence qui suivit ce carillon s'étira, pesant et chargé d'une ambiguïté presque tangible. Je restais là, immobile, méditant sur la nature véritable de la vérité, sur ce qui se cache derrière les apparences et les mots prononcés. Était-elle vraiment accessible, ou bien n'est-elle qu'un fragile déséquilibre entre ce que l'on accepte de savoir et ce que l'on choisit d'oublier? Cette réflexion me rappela combien le passé, avec ses chuchotements et ses secrets, continue de hanter le présent. Le mystère, aussi bien résolu soit-il, laissait derrière lui une empreinte ineffaçable, une invitation à la prudence dans nos jugements. Ainsi, dans ce silence lourd, j'acceptais que certaines vérités demeurent toujours voilées, aussi près soient-elles de nos mains. Dans le souffle ténu de cette vérité révélée, nous découvrons que chaque secret porte le poids d'une âme blessée. Et vous, auriez-vous su écouter les murmures du passé avant qu'il ne soit trop tard? Partagez vos pensées en commentaire, aimez cette histoire, abonnez-vous pour d'autres mystères, et faites voyager ce récit parmi ceux qui chérissent l'élégance du doute. Que le silence entre les mots vous accompagne longtemps, comme une douce ombre qui ne s'éteint jamais.